À l'intérieur du cantou, le feu vif dévorait l'énorme bûche, tel un renard savourant sa proie. Sur les murs de pierre encadrant la cheminée, les ombres de cette lutte d'ensemble se projetaient, donnant à la pièce un aspect inquiétant. Soudain, la porte de la vieille auberge s'ouvrit, au moment même où le tonnerre retentissait. Les conversations cessèrent aussitôt, et chacun tourna la tête vers la silhouette qui se découpait dans l'embrasure de la porte. Tous reconnurent le conteur. L'œil alerte, la démarche claudicante, les longs cheveux filasses en désordre sur ses épaules, et vêtu d'une vieille cape rapiécée, le vieil homme referma la porte et s'avança vers l'âtre qui diffusait sa lumière chaude. Les villageois le regardèrent passer devant eux, sans oser rompre cet oppressant silence, déjà perturbé par le du bâton du compteur sur le plancher. Ce dernier tira un tabouret de sous une table, s'y laissa tomber, et commença à remuer la soupe qu'on lui servait déjà. Il en but une cuillerée pour la goûter, puis vida d'un trait le contenu de son écuelle. Lorsqu'il eut reposé le récipient en terre sur la table, il sortit sa pipe, la bourra, l'alluma, et en tira une longue bouffée, accompagnée d'un soupir d'aise. Tous les clients, les yeux rivés sur lui, retenaient leur souffle, attendant. Même la jolie Margot, d'ordinaire affairée à servir des bières et des liqueurs de gentiane, avait laissé pintes et cruchons, et s'était assise, l'oreille attentive. Enfin, après ces longues minutes d'attente, le vieux Théo commença son histoire. C'était à quelques lieues de là, et bien avant que le vieux Hameline ait fondé notre village de Serra. Ce qui devait devenir par la suite nos champs et nos chaumières n'était à l'époque que vallées, forêts et montagnes. Mais par-dessus tout, c'était le territoire des géants. Tout le monde sait que l'Auvergne, de par son relief montagneux, hébergeait autrefois ces hommes et ces femmes immenses, si grands, dit-on, qu'ils pouvaient effleurer les nuages par les jours de pluie. Cette race ancestrale disparut avec l'arrivée des hommes, trop petits et uniformisants pour tolérer plus grand qu'eux. Quoi qu'il advint par la suite, il vivait à cette époque une petite tribu de géants ayant élu domicile sur nos terres actuelles. Chaque famille vivait dans des grottes gigantesques, aussi hautes que l'entrée du parvis de Saint-Géraud à Aurillac. L'une d'elles, plus particulièrement, appartenait à Cassiodore, un géant moins grand, mais plus rusé que les autres. Cassiodore vivait seul, mais possédait un pommier aux propriétés magiques. En effet, si l'on plantait l'une de ses pommes en souhaitant quelque chose, l'objet désiré poussait dans la nuit. Tous les autres géants enviaient son arbre à Cassiodore qui n'avait que faire de ce don extraordinaire, prenait soin de son arbre et mangeait ses pommes une fois l'automne venu. Un jour cependant, l'un des géants, plus jaloux que les autres, mais surtout plus cupide de pouvoir, se rendit de nuit chez Cassiodore pour lui dérober l'une de ses pommes. Mais notre héros, prudent et alerte, aperçut le voleur et le reconnut. « Que fais-tu là, Ébonne » lui demanda-t-il, brandissant une lanterne de la taille d'un fiacre afin d'éclairer le visage de l'intrus. Mais Ébonne fut plus rapide et se jeta sur Cassiodore qui, pris par surprise, n'eut pas le temps de s'écarter. Cassiodore, sous le choc, fut projeté contre la paroi opposée de sa caverne. Sa tête heurta une stalagmite et il perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il fut alerté par des cris au dehors. Le spectacle qu'il vit en sortant lui retourna le cœur. Son cher pommier avait été saccagé et plus aucune de ses belles pommes ne subsistait sur ses branches. Il tourna la tête et vit enfin l'origine des cris qui l'avaient réveillé. Sur la colline qui surplombait le village, se dressait à présent un immense château duquel s'échappait une armée de géants en armure. Les premières lignes étaient presque arrivées à sa hauteur et s'escrimaient à faire prisonnier les autres villageois. Cassiodore remarqua alors que l'un des géants était porté par des soldats qui n'étaient pas occupés à mettre le village à sac. C'était Ébonne, bien entendu, qui avait profité de l'inconscience de son ennemi pour lui dérober toutes ses pommes et se créer pendant la nuit une forteresse et une armée. Les soldats, tout comme le château, étaient en réalité le fruit des pouvoirs du pommier magique. Cassiodore se mit à courir vers la forêt, avant que les hommes d'Ébonne ne le fissent lui aussi prisonnier. Il arriva à l'ombre fraîche des arbres, loin des cris et des bruits de bataille. Le géant s'assit sous un saule en deuil et se mit à réfléchir. Il fallait qu'il trouve un moyen de stopper ce carnage et d'empêcher Ébonne d'installer la dictature dont il avait toujours rêvé. Il y en avait un, il le savait, mais le géant ne pouvait s'y résoudre. Il aimait tant son pommier. Mais notre héros eut beau chercher, aucune autre solution ne vint s'offrir à lui. Il se leva donc, résolu,
et après avoir ramassé par terre 2 silex tranchants, se faufila furtivement entre les arbres centenaires en direction de sa caverne. Quand il l'atteignit, il constata avec bonheur que les soldats d'Ébone ne l'avaient pas encore saccagé. Cassiodore se coula vers son pommier et passa la main sur son écorce avec tendresse. Il ne put retenir une larme d'émotion qui disparut bien vite dans sa barbe. Lorsqu'il eut terminé ses adieux silencieux à son arbre bien-aimé, il se saisit des 2 morceaux de silex et s'apprêta à les frotter l'un contre l'autre. Mais il remarqua une petite pomme, cachée derrière les feuilles, qui avait échappé à la rafle. Le géant au grand cœur la saisit tendrement et l'accueillit avec des gestes presque amoureux. Puis, après l'avoir regardée un long moment avec des yeux brillants de bonheur, il la glissa dans sa poche. C'était maintenant ou jamais. Cassiodore prit une grande inspiration et fit jaillir des 2 silex une étincelle qui enflamma presque aussitôt l'une des branches de l'arbre fruitier. Bientôt, le géant se retrouva face à un impressionnant brasier qui, pour les autres villageois, se transforma rapidement en feu de joie. En effet, au fur et à mesure que le tronc se consumait, les soldats d'Ébone se volatilisaient. Le château s'effondra à son tour et en quelques instants, ce fut comme si le tyran n'avait jamais volé les pommes. Lorsque les villageois eurent repris leurs esprits, ils se jetèrent comme un seul homme sur Ébone, désormais sans défense. Ils ne tardèrent pas à le ligoter et cherchèrent leur sauveur des yeux, afin de lui faire ovation. Ce dernier arriva, serrant dans sa poche la pomme rescapée. « Cassiodore nous a sauvés !» crièrent les géants en soulevant leur héros. « Gloire à lui et à son esprit ingénieux !» Tout occupés qu'ils étaient à l'acclamer et à savourer leur libération, ils oublièrent presque Ébone, encore attachée et bâillonnée. Ce fut la jeune Brigitte qui ramena tout le monde à la réalité. « Et maintenant, qu'allons-nous faire du tyran ?»« Le pendre, répondirent certains. « Non, l'attacher à un arbre et le laisser mourir, répliquèrent d'autres. Chacun y allait de sa proposition plus sanglante et morbide les unes que les autres. Mettant un terme à ce brouhaha, Cassiodore prit la parole. Non. Puisqu'il a voulu vivre dans une forteresse, eh bien il sera comblé. J'ai une idée qui lui coupera l'envie de prendre à nouveau un pouvoir que ni lui ni personne n'aura jamais sur nos terres. Emmenez-le sur la colline où son fort se dressait tout à l'heure. Intrigués par ces paroles, les géants empoignèrent le malin et le traînèrent jusqu'au sommet. Sur le chemin, Cassiodore, à l'abri des regards, sortit la dernière pomme magique et la contempla une ultime fois. Après quoi, il la dévora. Mais au lieu de jeter le trognon dans la campagne, il le remit soigneusement dans sa poche, qu'il prit garde de refermer. Puis, quand tous furent arrivés en haut de la colline, Cassiodore se planta devant Ébone et se mit à genoux devant lui. Il le regarda longuement, sans animosité aucune, mais plutôt avec pitié, comme s'il le plaignait déjà du sort qu'il lui réservait. Alors, il baissa les yeux vers la terre meuble et se mit à creuser un trou relativement profond. Une fois le trou achevé, il retira le trognon de sa poche, le planta dans le sol et demanda une forteresse. Puis il le recouvrit de terre et se releva à l'instant même où le soleil disparaissait derrière les montagnes de la chaîne des puits. S'adressant à ses compagnons, il déclara : « Vous pouvez rentrer chez vous. Demain, aux premières lueurs de l'aube, tournez les yeux vers cette colline. Votre vengeance sera alors accomplie. » Chacun repartit donc vers le village, laissant Cassiodore seul avec Ébone. Il s'assit en tailleur, à une dizaine de mètres de son ennemi, et se mit à le fixer. Il le fixa toute la nuit. Même lorsque les loups commencèrent à hurler, il ne broncha pas. Coûte que coûte, il restait de marbre, luttant contre le sommeil, surveillant Ébone, afin que ce dernier ne s'échappe pas. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil eurent soulevé les paupières encore lourdes de sommeil, chacun put voir à son éveil, non pas une forteresse se dresser sur la colline, mais une unique tour, projetant son ombre sur un Cassiodore, épuisé mais heureux. Un sourire se dessina sous sa barbe. À quoi bon un fort entier lorsqu'une tour suffisait à faire office de prison? Il se leva et contourna son œuvre. Elle était haute et sans ouverture, si l'on acceptait une meurtrière située en hauteur. Une pomme donne une forteresse, un trognon donne une tour. Lorsqu'il redescendit au village, les géants l'acclamèrent à nouveau, admirant une fois de plus son courage et son intelligence. Plus jamais on ne le jalousa. Au contraire, tous avaient à présent un immense respect pour lui et lui témoignaient même de l'amitié. C'est d'ailleurs depuis ce jour que l'on surnomme la tour prison Montrognon, en hommage à Cassiodore et à ses pommes magiques. Le vieux Théo vida son verre de liqueur de gentiane et s'adossa à la cheminée, signifiant que l'histoire était terminée.
Les clients se levèrent un par un et sortirent silencieusement après avoir déposé un écu devant le vieil homme impassible. Lorsqu'il ne resta plus que la jolie Margot qui essuyait les verres et les pots, il sortit à son tour après avoir ramassé ses pièces. L'ouragan au dehors s'était calmé. Il ne subsistait plus de lui qu'un vent glacial. Théo leva la tête vers la colline. La lune gibbeuse éclairait la tour de Montrognon de ses doigts blancs. Certaines pierres s'étaient déjà effondrées, commençant à donner à la tour une allure de ruine. C'était peut-être pour ce soir. Le vieil homme s'avança d'un pas décidé vers l'ancienne prison, s'appuyant sur son bâton noueux. Ce soir, allait-il peut-être enfin découvrir les restes de son aïeul parmi les gravats de la tour? En fait, c'est vrai qu'il était plutôt grand, ce conteur. Ainsi s'achève la légende de la tour de Montrognon.